Imaginez un instant, on est en 2026. Une simple étincelle au Moyen-Orient et hop, c'est toute l'économie mondiale qui prend feu. Non, non, ce n'est pas de la science-fiction, mais bien un scénario de crise très concret. La raison, elle est simple. Près de 20% du pétrole de la planète passe par un tout petit goulot d'étranglement, le détroit d'Ormuz. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment un conflit dans cette région précise peut déclencher une véritable onde de choc. Une onde qui va frapper les marchés, bloquer les livraisons de marchandises et au final, impacter lourdement le coût de la vie. Alors voilà le programme. On va commencer par l'épicentre du séisme, c'est-à-dire le déclenchement du conflit. Ensuite, on suivra l'onde de choc, un peu comme une réaction en chaîne, un vrai jeu de dominos. D'abord, le pétrole dont les prix s'enflamment. Puis, les porte-containers qui se retrouvent à l'arrêt complet. Et enfin, la contagion qui se propage à toute l'économie. La question c'est, comment les entreprises peuvent-elles s'en sortir et surtout, à quoi ressemblera le monde après une telle crise? C'est parti. On y est, 28 février 2026. Le conflit éclate. Et là, attention, les experts ne parlent pas d'une simple petite crise, non, ils parlent de rupture systémique. C'est un terme qui fait un peu peur, et honnêtement, il y a de quoi. Ça annonce le début d'un choc de stagflation à l'échelle mondiale. Un mot un peu barbare, stagflation. En gros, pour l'instant, il faut juste retenir que c'est le pire cauchemar économique qu'on puisse imaginer. L'économie est à l'arrêt, mais en même temps, les prix, eux, explosent. Et regardez bien la vitesse à laquelle tout ça bascule. C'est fou. Le lundi, on a une opération militaire. 2 jours plus tard, le mercredi, l'Iran verrouille le détroit le plus stratégique de la planète. Et le vendredi, c'est la panique chez les assureurs qui d'un coup coupent les ponts avec le commerce mondial. En même pas une semaine, c'est toute la machine économique qui se retrouve complètement grippée. Bon, cette paralysie logistique, elle a un effet immédiat. Et il est absolument brutal. C'est le choc énergétique. Pourquoi est-ce que c'est si grave? Eh bien, il faut voir l'énergie comme le sang qui irrigue toute notre économie mondiale. Et là, clairement, on est au bord de l'hémorragie. Ce chiffre, à lui seul, il explique tout. Pensez-y, 1/5 de tout le pétrole consommé dans le monde entier passe par ce minuscule couloir maritime. Alors quand ce robinet se ferme, même juste un peu, ce n'est pas une petite fuite, c'est carrément une artère principale qui lâche. Et voilà, la conséquence directe. On ne parle plus d'une courbe qui monte, là, c'est un mur. Le prix du pétrole ne fait pas que grimper, il explose littéralement. Il double, ou presque, et attention, ce n'est même pas de la spéculation, c'est juste la panique pure et simple face à la menace d'une pénurie bien physique, bien réelle. Et si on se dit que le pétrole c'est le pire, eh bien il faut se détromper. Parce que le vrai cauchemar pour certains, c'est le GNL, le fameux gaz naturel liquéfié. Pourquoi? Parce que ce marché est beaucoup plus rigide, moins flexible. Et le Qatar, qui est un des plus gros fournisseurs au monde, se retrouve pile au cœur du cyclone. Pour l'Europe, qui pensait en avoir fini avec sa dépendance au gaz russe, c'est un retour à la case départ, et un retour brutal. Ce graphique, il est sans appel. Il montre bien l'ampleur du désastre. Le prix de référence du gaz en Europe, il double, instantanément. Et si le conflit s'éternise, il triple. Et là, à ce niveau de prix, on ne parle plus seulement de factures de chauffage plus élevées pour les ménages. Non, on parle d'usines entières qui sont forcées de fermer. On parle de milliers d'emplois qui sont menacés. Alors, après ce premier choc énergétique, arrive la deuxième lame de fond, la paralysie logistique. Il faut comprendre que le détroit d'Ormuz, ce n'est pas juste un pipeline à ciel ouvert, c'est bien plus que ça. C'est une des artères coronaires du commerce mondial. Et cette artère est en train de se boucher, complètement. Et là, franchement, le doute n'est plus permis. Cette déclaration, qui est très vite suivie d'attaques, ce n'est pas du bluff, ce n'est pas une simple posture, c'est un message glaçant qui est envoyé au monde entier. Cette zone est maintenant une no-go zone. Le passage est fermé. Un point, c'est tout. Du coup, la réaction des géants du transport maritime, elle ne se fait pas attendre. Elle est immédiate et elle est radicale. MSC, Maersk, en l'espace de quelques heures, ils suspendent absolument tout. Et pour les quelques-uns qui oseraient quand même s'y aventurer, eh bien, la facture est plus que salée, jusqu'à 4 000 $ de surcoût par container. Résultat, le commerce dans la région est complètement verrouillé, physiquement mais aussi financièrement. Alors, que se passe-t-il quand la route principale est coupée? Il ne reste plus qu'une seule option, faire le grand tour. Reprendre le vieux trajet des explorateurs, c'est-à-dire le contournement complet de l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. 10 à 15 jours de plus. Ça peut sembler peu comme ça, mais dans une économie mondiale réglée à la minute près, c'est une véritable éternité. C'est un peu comme si un TGV avait 2 heures de retard, c'est toute la grille horaire du pays qui est paralysée. Sauf que là, l'embouteillage, il est à l'échelle de la planète entière. Donc si on résume, on a un choc énergétique d'un côté et un choc logistique de l'autre. Voyons maintenant comment ces deux crises s'additionnent pour infecter tout le système et déclencher ce terrible choc de stagflation.
Là, les chiffres parlent d'eux-mêmes et franchement, ils sont inquiétants. Prenons l'exemple de la zone euro. L'inflation prévue bondit, mais la croissance économique, elle, pique du nez. C'est vraiment le cocktail toxique parfait. Le plein d'essence coûte beaucoup plus cher pendant que les entreprises produisent moins et que l'emploi est peut-être menacé. Et voilà, on y est. Ce monstre économique, c'est la stagflation. Et c'est le cauchemar absolu de tous les gouvernements. Pourquoi? Eh bien, imaginez être malade avec de la fièvre et des frissons. En même temps, le remède contre la fièvre, se refroidir, va aggraver les frissons, et le remède contre les frissons, se réchauffer, va aggraver la fièvre. On est complètement coincé. Il n'y a pas de bonne solution. Et ce piège, il est parfaitement illustré ici. Les banques centrales se retrouvent littéralement prises en étau. Si elles décident d'augmenter les taux pour calmer les prix, elles risquent tout simplement de tuer une économie qui est déjà à l'agonie. Mais si elles ne font rien, l'inflation galopante va appauvrir tout le monde. Chaque décision est en fait un mauvais choix. Bon, maintenant, essayons de ramener cette crise mondiale à un niveau plus concret, au niveau du terrain. Comment est-ce que cette tempête macroéconomique se traduit pour les industries et les entreprises qui, elles, tentent juste de survivre? Parce qu'au bout de la chaîne, ce sont bien les entreprises qui trinquent. L'industrie automobile, par exemple, est en première ligne. Plus de puces électroniques à cause des retards de livraison et des plastiques qui deviennent hors de prix à cause du pétrole. Le résultat? La future voiture sera plus chère et elle arrivera beaucoup, beaucoup plus tard. Et ce n'est qu'un exemple, parmi tant d'autres, bien sûr. Et là, on touche peut-être à la bombe à retardement la plus inquiétante de toute cette crise. On pense tout de suite au pétrole, à la logistique, mais qui pense aux engrais? Parce que bloquer le détroit d'Ormuz, c'est mettre en péril près d'un tiers de tout l'approvisionnement mondial en engrais. La conséquence, à terme, ce n'est plus seulement le prix à la pompe qui va grimper, c'est le prix du pain qui risque d'exploser. Alors, face à une telle tempête, est-ce que les entreprises sont condamnées? Pas forcément. La clé du jeu, c'est l'anticipation. Il faut oublier le juste à temps. Ce modèle où tout arrive à la dernière minute. Maintenant, il faut passer en mode au cas où. C'est un peu comme avoir toujours une roue de secours, une trousse de premiers soins et un plan d'évacuation. Ça peut sembler être un coût inutile quand tout va bien, mais ça peut littéralement sauver la vie quand tout va mal. Une fois le choc passé, une fois la crise gérée tant bien que mal, il reste une question fondamentale. Et si ce conflit n'était pas juste un accident de parcours? Et s'il marquait le début d'un changement permanent, structurel, de notre économie mondiale? Et cette comparaison, elle résume parfaitement ce changement de philosophie. Pendant des décennies, le maître mot, c'était l'efficacité. L'efficacité à tout prix. Mais ces crises à répétition nous forcent à redécouvrir la valeur de choses qu'on avait un peu oubliées. La sécurité, la résilience. Le juste au chaos est clairement en train de prendre la place du juste à temps. Et ça, c'est un basculement absolument fondamental. Et on va terminer sur une question qui, au fond, nous concerne tous. Est-ce qu'on a vécu la fin d'une époque? Est-ce que l'ère de l'énergie facile, mondialisée et finalement assez bon marché, est-ce que cette ère est terminée? Faudra-t-il désormais apprendre à vivre dans un monde où la sécurité des approvisionnements n'est plus une évidence, mais un luxe de plus en plus précaire? La question, en tout cas, reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse